pense que si la musique s'est arrêtée, c'est qu'on peut y aller. Un, deux. Bonjour tout le monde, merci de venir assister pour cette conférence autour du commentaire sportif, le journalisme de l'émotion. Simplement 2 mots pour me présenter, je m'appelle Olivier Collet, je suis journaliste ici pour la radio Chérie FM et pour les médias web Infotour et 37 degrés. À mes côtés aujourd'hui, il y a Maureen Lehoux qu'on a notamment pu entendre commenter le sport sur RMC, qui est originaire de Bretagne, si j'ai bien tout compris. Tout à fait, bonjour. Bonjour Maureen. À mes côtés également Alexandre Pasteur, qui fait du commentaire de sport depuis près de 30 ans maintenant. Bientôt, oui. Voilà, oui. D'abord sur Eurosport, puis sur France Télévisions, qu'on peut notamment suivre pour le Tour de France et bien sûr pour les prochains Jeux Olympiques avec l'athlétisme. Et puis le commentaire de sport, ce n'est plus seulement la radio ou la télé, fort heureusement, il y a aussi le commentaire de sport à l'écrit. Et ça, c'est ce qu'on va voir avec Gabriel Richalot du Monde, Bonjour. Directeur des sports au Monde. Le Monde fait aussi des lives, on aura l'occasion d'en reparler et ça, c'est très intéressant. La première chose que je voulais évoquer au cours de cette conférence, c'est qu'on va échanger avec mes 3 invités pendant environ 1 heure et puis ensuite on vous laissera évidemment la parole pour des questions-réponses. La première chose qui peut être très intéressante, c'est de voir comment chacun, vous avez pu travailler au fil de votre carrière. Je vais peut-être donner la primauté à l'expérience, Alexandre. Est-ce que tu saurais nous parler de tes débuts de commentateur sportif? C'était comment le commentaire de sport en 1995? J'ai commencé, alors déjà bonjour à tout le monde, merci d'être venu nous écouter et participer à cette table ronde. Moi j'ai commencé donc le commentaire en 1995 à Eurosport, j'y suis resté 22 ans du coup, j'ai grandi avec la chaîne puisque la chaîne avait 2 ans quand je suis arrivé à Eurosport et j'ai commencé directement par du commentaire en direct, donc sur du ski alpin dans un premier temps. Ensuite sur de l'athlétisme et puis le cyclisme depuis 2010. Donc voilà. C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Alors, journaliste de sport, oui. Télévision, non. J'ai jamais rêvé de faire de la télévision parce que ça me paraissait complètement inaccessible. C'était quand on est jeune, on sacralise un peu le monde de la télé. Ça paraît inaccessible, ça paraît presque magique, sacré, quoi. Et pour moi, ça me paraissait non, c'était pas pour moi. Donc non, j'ai jamais rêvé de faire de la télévision. Il y a eu des contre-pieds du destin qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui, mais c'était pas du tout un objectif. Mon rêve, c'était d'avoir ma signature dans le journal L'Équipe. Voilà, je voulais faire de la presse écrite. Maureen, toi, comment tu es arrivée au commentaire sportif? Dans ta vie, dans ta construction de carrière, comment c'est arrivé? Moi, depuis toute petite, parce que je commentais les matchs devant ma télé quand j'avais 10 ans dans ma chambre. J'ai écouté la radio aussi, forcément. Et puis ensuite, j'ai commencé sur une radio locale associative à côté de Rennes, Radio Laser, où j'ai eu l'occasion de faire mes premiers commentaires devant la télé. Et puis après l'école, ici à Tours, et RMC, qui a été ma première rédaction, où c'est pas arrivé tout de suite, par contre, mais c'est là, effectivement, que j'ai pu faire mes premiers commentaires. Et c'était un peu comme Alexandre. Moi, je n'imaginais pas non plus un jour travailler à RMC. En tout cas, c'était mon rêve. Et puis, c'est devenu réalité. Mais c'est vrai que ça semble toujours très loin quand on le fait devant sa télé, dans sa chambre. Dans ton imaginaire d'aspirante journaliste et d'aspirante commentatrice, qu'est-ce qui faisait que tu avais absolument envie de te diriger vers cette voie-là? Ça a invoqué quoi pour toi? Moi, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours écouté la radio, ça m'a toujours emmené dans un univers, ça me faisait partir, la radio, plus que la télé d'ailleurs, parce qu'en plus à l'époque, moi j'avais pas Canal+ chez moi, etc. Donc c'était vraiment sur la radio que j'écoutais les matchs et voilà, c'était magique, on fermait les yeux et on y était. Mais alors pourquoi plus le commentaire que par exemple le récit, le compte-rendu de match? Parce que c'est en direct, parce que c'est spontané, parce que c'est de l'émotion, c'est de l'adrénaline, c'est quelque chose de particulier, Ça fait vibrer, ça fait vibrer les auditeurs, les téléspectateurs. Il y a quelque chose de magique, je crois, dans le commentaire en direct. Et toi, finalement, Alexandre, tu disais que ton rêve, c'était d'avoir la signature dans le journal L'Équipe, et pourtant, tu es arrivé au commentaire. Tu regrettes pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, j'ai une carrière qui me comble entièrement et voilà, je me sens pleinement journaliste à France Télévisions. Je fais du reportage, je fais du plateau, je fais du commentaire. Donc voilà, c'est une vision assez globale du métier. Et pour toi, qu'est-ce que ça évoque le commentaire au regard des autres exercices que sont le journalisme sportif, le compte-rendu, l'avant-match
Le commentaire, quand on commande du sport à la télévision ou à la radio, il y a 4 règles à respecter. On est là pour décrire, évidemment, pour informer, parce qu'on a des cartes de presse, on est des journalistes, donc on est là aussi pour délivrer de l'information. On est là aussi pour expliquer, dans la mesure du possible. Et puis surtout, on est là aussi pour prédire, anticiper, pour ne pas subir l'événement que l'on commande. Donc ça implique, si tu veux, de bien connaître le sport en question, connaître son actualité, connaître les champions qui ont fait son histoire, connaître... avoir un background assez solide quand même pour avoir réponse à tout en fait. L'idée, c'est que quand on commande du sport à la télé ou à la radio, Maureen évidemment, c'est d'avoir réponse à tout. Tu es d'accord avec moi, hein? On n'est pas en impro. Oui, et puis c'est très préparé cet exercice-là, et c'est être les yeux, les oreilles, le nez de l'auditeur. Et bien évidemment, on ne fait pas que ça, hein. C'est aussi ça qui est important de préciser. On ne fait jamais que du commentaire. On fait du reportage, on va sur le terrain, etc. Et c'est une casquette seulement, bien évidemment, du métier de reporter et de journaliste de sport. Et justement, on fait du journalisme aussi au commentaire, au Monde, un journal écrit que l'on a l'habitude de connaître pour ses longs articles. Et Gabriel Richalot, vous faites aussi du commentaire. Comment c'est arrivé le commentaire dans votre vie de journaliste ? Alors, moi, en fait, j'ai épousé cet exercice du live, hein, ce qu'on appelle le live, au moment où j'ai été nommé chef du service des sports du Monde, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 ans. Avant ça, c'est un exercice que je pratiquais pas forcément, mais la fonction a fait que j'ai été obligé de m'y mettre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que au Monde, c'est un format qui existe depuis 2009, qui a été créé à l'occasion de championnat du monde de handball, je pense. Et à l'époque, le chef du web du sport, qui s'appelle Erwan Leduc, qui est devenu un réalisateur de cinéma talentueux d'ailleurs, a un jour autorisé ses reporters sur le terrain, dans le cadre d'un live et d'un traitement en direct, à raconter à peu près tout ce qu'ils voulaient, sans aucune langue de bois, avec beaucoup d'humour, avec leurs références culturelles. Et donc, ce format, il est né comme ça, un petit peu presque par hasard. Il y a une grande importance quand même de l'irruption du numérique dans le monde de la presse écrite qui justifie ça. Et donc, voilà, c'est un format qui a été assez fédérateur, assez rapidement, et qui existe donc depuis une quinzaine d'années et qu'on continue à beaucoup faire évoluer pour en fait partager les émotions des spectateurs de sport pendant l'événement. Personnellement, toi, quel regard t'as porté quand tu es arrivé, quand tu as dit maintenant tu vas aussi faire du commentaire en direct? Comment tu as réagi? J'étais plutôt content. Non, mais en fait, au Monde, c'est un format, on ne l'imagine pas forcément parce qu'on a une vision assez sérieuse du journal Le Monde. Mais pour cette partie-là, on est dans un cadre qui est extrêmement convivial. L'idée, comme je vous le disais, voilà, c'est de partager ces moments de sport qui sont généralement extraordinaires, où on a des émotions qui surgissent extrêmement rapidement. Je ne connais pas d'autres domaines où on peut avoir comme ça, soudainement, voilà, être aussi passionné, hurler de joie, verser une petite larme. Et donc, l'idée de faire vivre ce moment-là et d'accompagner les lecteurs est quelque chose d'assez délicieux. Et puis c'est vraiment un de nos formats prioritaires, notamment parce que ça permet de faire venir dans l'univers du Monde des gens qui ne viendraient pas forcément. Voilà, c'est ça. Quel est l'intérêt pour un média comme Le Monde, que l'on connaît par préjugé plutôt sur l'analyse, sur les grandes interviews, d'aller vers ces formats-là, qui sont des formats très court en général, par exemple quand on fait des petites dépêches à l'écrit. C'est un autre exercice. Alors, l'intérêt, pour nous, c'est de trouver un positionnement au milieu d'une offre médiatique extrêmement riche sur le sport, de proposer quelque chose de différent aux gens. Alors, on a d'autres confrères de presse écrite qui utilisent également ce format live. Notre spécificité, ça va être que on va pas forcément mettre l'accent sur l'expertise absolue. Les gens de l'équipe savent très bien faire, et donc on a développé une plateforme en interne qui est assez sophistiquée, qui marche très bien pour pouvoir être en interaction en direct avec l'ensemble de nos lecteurs qui peuvent nous poser des questions auxquelles il faut avoir réponse, mais aussi tout simplement nous partager leurs étonnements, leurs joies, leurs déceptions. Voilà. Voilà, quand les internautes viennent suivre un live sportif sur le Journal du Monde, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ?
Avant tout un ton décalé. On a fait récemment une petite étude justement de ce lectorat-là, et j'ai amené 2-3 chiffres pour vous assommer. 90% des gens qui viennent sur les lives du Monde disent qu'ils viennent avant tout pour avoir un ton décalé. Ils viennent à 60% pour avoir de l'information en temps réel, à 50% pour avoir de l'interactivité avec les journalistes du Monde, et puis aussi à 50% pour jouer avec nous, parce qu'on organise des petits jeux pendant nos lives, pendant les moments creux de l'événement. Voilà, alors donc là, pour le Monde, on parle d'un côté un peu décalé. Est-ce que c'est quelque chose que l'on a aussi en tête sur la télé ou sur la radio, ou pas du tout? Alors on est plus dans le sérieux. Alexandre, Maureen, comment tu vois les choses? Maureen Lehoux. Je pense qu'il y a des émissions où, notamment sur RMC, le ton va peut-être être un peu décalé, mais comme Alexandre le disait, commenter, ça reste informé. Donc, non, en fait, dans le commentaire, il y a quand même pas tellement de ton décalé, en tout cas. Bien sûr qu'il y a un plaisir à partager, une émotion à partager, il peut y avoir des sourires, de la légèreté, bien sûr, mais voilà, il faut trouver justement le juste équilibre entre l'information et le plaisir et le côté décalé, ouais. Alexandre Pasteur. Alors, nous, sur France Télévisions, si je prends l'exemple du Tour de France, le Tour de France est très long, c'est 120 heures de direct, 7 heures par jour, non-stop. Donc, évidemment, il y a des moments où on s'autorise, comme dit Maureen, un peu de légèreté, un peu d'humeur, un peu de... On peut sortir des blagues, des jeux de mots, mais on essaie de pas trop en abuser non plus. Mais c'est vrai que, vu le volume d'heures qu'on ingurgite, et si on ne peut pas passer pour des somnifères, ouais, on essaie de mettre un peu d'humour quand même, des fois, ça nous arrive. On a notamment quelqu'un qui est très bon pour ça sur la moto, c'est Thomas Vauclair, qui nous sort souvent des petites blagues pour nous détendre un peu, ça nous fait beaucoup de bien parfois. Parce que c'est ça, quand on suit un match de foot à la radio, de l'athlétisme à la radio, du cyclisme à la télé, un match de foot à la télé ou n'importe quel événement en live sur le site du Monde, est-ce que vous gardez en tête à chaque instant qu'il faut justement garder l'auditeur, l'auditrice, la personne qui regarde la télé ou qui est sur le net, ou alors c'est pas la priorité dans votre tête? Je pense que la particularité, par exemple, sur le Tour de France, c'est que c'est vraiment en continu, alors que, et puis ça dépend aussi à la radio, mais quand on a, par exemple, un après-midi de sport, il va y avoir plusieurs événements sur lesquels on va aller. Donc, naturellement, on sait en tout cas qu'il faut à chaque fois rappeler à l'auditeur le score, le temps, etc., et le ramener dans le match dans lequel on est. Mais je pense que l'exercice est un petit peu différent par rapport au Tour de France, par exemple. Alors nous, c'est vrai qu'on a un socle qui est fidèle, qui est très élevé. On est sur des moyennes de 4, entre 4 et 5 millions de téléspectateurs les après-midi. Et les gens, ils sont là depuis le début, on les garde jusqu'à la fin. Parce que l'événement se justifie, l'événement suffit à lui-même. On n'a pas besoin non plus de raconter n'importe quoi pour tenir les gens. La course les retient naturellement. Donc voilà. Et Gabriel Richalot, au Monde, on n'a pas le son, pas l'image. Comment on les garde en haleine? Ou alors d'ailleurs, est-ce qu'on cherche à les tenir en haleine? Ou alors est-ce que le live, il est fait pour être picoré peut-être à certains moments, relu même après la compétition? Alors, l'objectif de ce format, mais comme de tous les autres, c'est d'arriver à capter l'attention du lecteur et de faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible avec nous. Après, vous dire que c'est notre motivation de chaque instant de retenir à tout prix les lecteurs, ça c'est souvent l'événement qui décide. Un match, il est passionnant ou il est chiant. Nous, quand il est chiant, on le dit. Voilà. Et puis éventuellement, on en plaisante avec nos lecteurs en leur disant, si vous avez autre chose à faire, c'est peut-être le moment. On vous tient au courant s'il se passe quelque chose. Donc voilà, il y a. En fait, notre positionnement sur ce genre d'événement, c'est qu'on essaye d'être le bon copain ou la bonne copine qui est installé avec vous dans le canapé, en train de regarder du sport, et alors qui a l'avantage de plutôt bien connaître la discipline. Tous les journalistes qui sont les liveurs des sports, de la même manière que pour un direct télé ou radio, ils préparent beaucoup l'événement, ils connaissent tous les joueurs, les joueuses, ils ont préparé généralement des notes sur les uns, les autres, des statistiques. Voilà. Et comment on pallie l'absence de l'image? Parce que le sport, c'est quand même aussi beaucoup quelque chose qu'on a envie de voir en image. On a envie de voir les athlètes qui bougent, on a envie de ressentir l'ambiance à la radio. Comment tu pallies ça sur le web avec juste du texte?
Alors, au départ, on l'a fait avec des moyens très rudimentaires. En plaisantant, les tout premiers lives du monde, il y avait des gens qui dessinaient les buts sur des bouts de papier. On prenait ça en photo et on mettait ça dans le live. Depuis, on s'est un petit peu amélioré. Alors déjà, il y a des diffuseurs qui ont la bonne idée de publier assez tôt sur les réseaux sociaux les images d'un but ou d'une action un petit peu extraordinaire. Donc, on a ce travail de recherche sur les réseaux, d'aller chercher voilà, le joli but qui vient d'être inscrit. On peut l'offrir en vidéo à nos lecteurs. Après, on a à notre service aussi tout le travail que font les agences de presse de photos. Actuellement, ils peuvent vous envoyer dans les minutes qui suivent une photo d'un joli but. Donc voilà. Et puis, on a aussi développé nos propres moyens. Nous, on utilise beaucoup depuis quelques temps, enfin depuis plusieurs années, des GIFs, des petits GIFs maison qu'on utilise de façon récurrente pour expliquer tel joueur a reçu un carton rouge, tel autre a reçu un carton jaune, attention ça chauffe, oulala il y a un joueur ou une joueuse qui a comme une boulette, voilà. Et donc on scande nos lives avec ces petits gifs. On l'évoquait tout à l'heure, le commentaire sportif, c'est pas du tout se poser devant une compétition et la commenter comme ça en improvisation. Il y a un gros travail en amont. Comment, par exemple, Maureen, toi, tu prépares un commentaire sportif, que ce soit d'un match de foot ou d'une compétition autre? C'est beaucoup de travail, bien évidemment. Alors, par exemple, le foot, qui est un sport que j'ai pratiqué, ou aux Jeux Olympiques, commenter l'escrime, qui est un sport que je n'avais jamais commenté, jamais vu dans le sens vu pour le commenter. Ça demande encore un autre travail, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de stats, beaucoup d'infos, aller voir aussi les sportifs, leur poser des questions, ne pas hésiter aussi à parfois sur certains sports, notamment aux Jeux Olympiques, où c'est des sports peut-être un peu plus mineurs, qu'on n'a pas l'habitude de voir ni de commenter, d'échanger avec eux, de leur, par exemple sur le tir sportif, des choses comme ça, c'est des sports qu'on ne voit pas souvent, donc voilà, se documenter, se questionner, beaucoup d'infos, beaucoup de stats en amont, beaucoup de fiches quand on arrive aussi à l'événement, pour justement être prêt, quoi. Alexandre, de ton côté, à France Télévisions, comment ça se prépare ? Comme Maureen, c'est beaucoup de travail, beaucoup de lecture, beaucoup de visionnage. Par exemple, la saison de cyclisme, je la vis à 100%. Même les courses qu'on ne diffuse pas sur le service public, je les regarde. J'ai toujours l'appli Eurosport avec moi pour regarder les courses en direct ou en replay quand je suis occupé. Idem avec la chaîne L'Équipe qui propose des courses de vélo aussi en quantité assez importante depuis quelques années. Donc voilà, je suis toujours connecté en fait à l'actu. Le Tour de France, c'est une obsession. J'y pense tous les jours, au moins 20 fois par jour. Donc il y a toujours quelque chose qui me ramène au Tour de France. Je vais reconnaître les étapes, pas toutes parce qu'il y en a 21, c'est beaucoup, mais j'essaie quand même de m'imprégner des parcours. Non, pas à vélo, pas à vélo, Maureen. Non, j'ai renoncé. Là, j'étais en Italie la semaine dernière pour reconnaître les étapes toscanes, d'Émilie-Romagne et du Piémont, du Grand Départ italien du Tour de France, qui s'élancera de Florence pour la première fois, donc d'Italie, le 29 juin. Tout ça, hein. Ouais, c'est super important parce que ça va nourrir mon commentaire de plein de petites choses. Alors rien de décisif, mais plein de petites anecdotes, du vécu, du ressenti. Et tout. C'est beaucoup de ressenti le commentaire aussi. Hein. Ouais. Et donc le fait de ressentir les choses en amont, ça va améliorer évidemment la qualité du commentaire que je vais délivrer au mois de juillet. Donc voilà, c'est un travail au quotidien. Je suis connecté sur les réseaux aussi. Alors moi, à titre perso, je suis très peu présent sur les réseaux, mais en revanche, je me sers de Twitter comme d'un fil info pour être connecté à l'actu des coureurs, des équipes, etc., des athlètes. Voilà, je ne débranche jamais en fait. C'est ça. Ça veut dire avoir beaucoup de notes, par exemple. Non. Peu de notes. À mes débuts, oui, je prenais beaucoup de notes, j'avais des fiches cartonnées et tout. Maintenant, c'est terminé. Il y a plein de sites, si tu veux, qui sont très très bien faits pour avoir les datas, les stats sur les coureurs, sur les athlètes. Et il y a tout ce qu'il faut. Donc, j'ai ma tablette avec moi et c'est tout. Je prends très peu de notes. Maureen Lehoux, toi, quand tu as commenté pour RMC, tu avais beaucoup de notes. C'est aussi, ou alors c'est en tête? Après, encore une fois, ça dépend aussi beaucoup des sports et si on fait un intégral ou si on fait des points toutes les 15 minutes. Mais dans tous les cas, c'est beaucoup de notes, oui. Mais c'est surtout beaucoup de recherche et de travail en amont. Mais par exemple, un terrain de foot, on peut se le dessiner sur une feuille pour placer les joueurs, etc. C'est des choses qui peuvent aider, bien évidemment, dans le commentaire où forcément, il faut être très précis, très rapide. Donc ça demande... Après, chacun a sa technique, hein. Et puis l'expérience aussi fait qu'on prépare différemment, je pense, des Jeux Olympiques quand c'est son premier, quand c'est le...
6. Tu voulais réagir, Alexandre Pasteur? Ou un peu plus même, avec les jeux d'hiver, ouais, ça fait un peu plus. Mais voilà, chacun aussi fait avec son expérience et surtout comme il le sent. Parce qu'après, c'est toi qui es en direct, c'est toi qui dois assurer, c'est toi qui dois répondre à une question peut-être auquel on ne s'attend pas forcément, à une stat, à quelque chose comme ça. Donc, plus tu es préparé, plus tu es sûr d'être présente et de pouvoir assurer sur la réponse. Et malheureusement, là, j'apporte une petite touche féminine, mais quand on est une femme, on a aussi un vrai devoir presque d'exemplarité, parce que une erreur ou une non-réponse très facilement peut être vue par les observateurs extérieurs, les auditeurs, les téléspectateurs, comme une incompétence. Et on va te le faire facilement payer. Tu as eu ce retour-là, ces expériences-là? Alors, moi, je me suis jamais retrouvée dans une situation, je vais parler d'une boulette, mais voilà, maintenant, se tromper sur un joueur à un moment, sur un but, parce que ça arrive à tout le monde. Mais c'est plus sur les réseaux sociaux, notamment des messages parfois qui laissent à penser que parce que tu es une femme, tu vas peut-être moins savoir de quoi tu parles. Donc, c'est en ça que je dis que ça nécessite aussi peut-être encore plus en tout cas d'une pression qu'on se met peut-être naturellement pour être au rendez-vous, répondre présent et savoir. On sait que l'on sait de quoi on parle, mais peut-être qu'il faut encore plus le démontrer. Gabriel Richalot, au service des sports du Monde. En faisant des lives sur Internet, justement, on est très connecté tout de suite. Il y a les commentaires, il y a les réseaux sociaux. Vous observez forcément les réseaux sociaux pendant ces lives-là. Un petit peu, mais modérément. Ouais. Parce que ça, justement, est-ce que vous avez des critiques en live, des retours immédiats du public? Comment vous gérez tout ça? Alors, on a des retours en direct absolu, parce que donc, notre interface permet à tous les lecteurs de poser une question ou de faire une remarque en direct. C'est vraiment la première proposition qui est faite à nos lecteurs, c'est de poser une question ou de laisser un commentaire. C'est utile, ça nourrit. Donc, dès qu'on commet une boulette, qu'on soit une femme ou un homme, on le sait et généralement, on peut corriger, on peut s'excuser auprès des gens. Effectivement, ça arrive à tout le monde. Quelle était la suite La suite de la question, c'est du coup, est-ce que vous avez beaucoup de rapports? Vous voulez jouer aussi beaucoup là-dessus? Est-ce que ça nourrit aussi d'ailleurs le commentaire, par exemple, justement une question qui va être posée par des internautes, ce qu'on va peut-être pas forcément avoir sur France Télévisions quand tu vas commenter le Tour de France? Énormément, parce que généralement, quand on choisit une question posée par un lecteur, alors on peut en recevoir des centaines sur les lives les plus puissants, des milliers. Hein. Donc c'est comme si on vous envoyait plusieurs centaines, plusieurs milliers de SMS en 2 heures de temps. Donc il y a déjà pour les liveurs un gros travail de tri, d'aller repérer la question qui est intéressante, qui va vraiment apporter un plus. Mais on s'appuie énormément sur ces participations-là pour y répondre de façon sérieuse ou bien avec un petit peu de fantaisie. Et généralement, les lecteurs, en voyant ça, ils embrayent et on peut avoir des discussions qui s'enchaînent et qui peuvent être assez éloignées du match parfois. Alexandre, Maureen, est-ce que vous avez le temps pour, quand vous êtes sur des commentaires, de regarder un petit peu ces questions qui peuvent venir des téléspectateurs, téléspectatrices ou des personnes qui sont sur Internet en train d'écouter la radio? Oui, bien sûr. Moi, mon téléphone est allumé pendant le direct, donc il n'y a pas de souci. Après, je passe pas mon temps dessus. Je suis quand même censé regarder les écrans et la réalisation du signal international, c'est plus important. Moi, les erreurs, je pars du principe qu'il faut les assumer. Moi, je fais des boulettes à l'antenne, je dis des bêtises. Il y a un tribunal instantané aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Quand on dit une connerie à l'antenne, on le sait très vite en général. On le sait très vite, entre Viber, Twitter, Messenger, j'en passe et les meilleurs. Voilà, tout de suite, on sait qu'on a dit une grosse connerie. Moi, j'ai aucun problème à l'assumer. Je m'excuse, je me reprends, je me corrige et je vais même citer la personne qui m'a remis dans le droit chemin. Si tu veux, ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement. À condition, évidemment, que le dialogue reste cordial. Quand on tombe dans l'insulte, là, évidemment, là, je passe mon chemin. Hein, on est d'accord. Mais assumer ses erreurs, oui, c'est important. On en fait, évidemment, sur une journée à 7 heures de direct. Évidemment qu'on dit des bêtises, mais voilà, on le sait très vite en général. Et quand on l'assume, ça se passe bien. Maureen, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet-là? Non, moi je ne regarde pas pendant le direct beaucoup les réseaux sociaux. Après, c'est plus en studio qu'il peut y avoir des... Et puis c'est surtout après. Le fait est de ne pas reconnaître son erreur, c'est plus que parfois, et c'est en ça que je voulais appuyer, c'est que ça demande, entre guillemets, une exigence supplémentaire, je pense, pour ne pas être remise en cause dans sa légitimité.
Voilà. Moi, j'ajoute un truc, c'est que les réseaux sociaux, pour moi, c'est indispensable pour commenter. Si je parle du Tour de France, par exemple, il y a un cas d'école qui s'est produit sur une étape de montagne l'an dernier sur le Tour de France. On est en début d'étape, donc les étapes sont retransmises en intégralité depuis 2017 sur le Tour. On est en début d'étape et Pogacar tombe. Pogacar, qui est quand même un acteur majeur du Tour de France. Ça échappe à la réalisation. On n'a pas l'image. Et moi, en consultant Twitter, je vois une photo de Pogacar à terre, le visage ensanglanté. Donc tout de suite, je répercute l'info, évidemment. Et là, je me suis fait engueuler par le réalisateur qui me dit « Mais pourquoi tu donnes l'info? J'ai pas l'image !» Je lui dis « Bah ouais, mais attends, je suis journaliste, je suis là pour informer. Et même si on n'a pas l'image, même si ça a échappé à tes hélicos et à tes caméras au sol, et ben, la Pogacar s'est cassé la gueule. Donc moi, je suis obligé d'en parler. Ça me semble légitime. » Moi, j'ajoute juste un point. Quand je disais j'utilise pas les réseaux sociaux, c'est vous savez, les hashtags liés à la... Voilà, mais bien évidemment, les infos, c'est utile. Gabriel Richalot. Oui, du côté du Monde, il y a un réseau social, il n'est pas tout à fait perçu comme tel, mais dans les faits, c'en est un qu'on utilise énormément, c'est YouTube en fait. Parce qu'on va y chercher pas mal de petites références musicales. S'il y a un France-Irlande, on va aller chercher le tube qui cartonne en ce moment en Irlande, et puis on en parle à nos lecteurs. Pendant la Coupe du Monde de rugby, il y avait la chanson de Joe Dassin, Les yeux d'Émilie, qui est devenue une sorte d'hymne parallèle de la compétition. On est allé chercher 50 versions différentes des yeux d'Émilie à partager avec nos lecteurs. Pendant la Coupe du Monde de foot, il y avait Gilbert Montagnier qui avait fait une reprise assez marrante d'un de ses tubes avec paroles arrangées sur Kylian Mbappé. On a dû la jouer 200 fois dans nos lives. Voilà, donc on va beaucoup piocher sur des contenus sur YouTube. Et donc, pour le coup, ça c'est assez nouveau. Toi, Alexandre Pasteur, qui fait du journalisme en commentaire depuis une trentaine d'années, c'est quelque chose que tu as dû apprendre à apprivoiser au fil du temps et que tu n'avais pas quand tu as commencé. Les réseaux sociaux? Bah oui. Oui, bien sûr. Oui, bien ça. sûr. Bien sûr, ça a modifié notre façon de travailler, mais Internet même a modifié notre façon de travailler. Moi, je me souviens, à mes débuts sur Eurosport, Internet n'existait pas, on est en 95. Je suis en cabine à Issy-les-Moulineaux, je commente un match de foot espoir Grèce-Bosnie. Alors, il y avait une équipe qui avait maillot blanc, short bleu, et l'autre équipe avait maillot bleu, short blanc. Les synthés en cyrillique. Pendant une mi-temps entière, je ne savais pas qui étaient les Bosniaques, qui étaient les Grecs. Voilà, et démerde-toi avec ça. T'imagines? Pas de compo, rien, les synthés en cyrillique, une réalisation pourrie, et là, tu te dis, mais je vais déchirer ma carte de presse, je change de métier, c'est pas possible. Je ne veux plus faire ça. Voilà. Alors évidemment, c'est un cas un peu extrême, mais c'est voilà, le genre de mésaventures qui n'arriverait plus aujourd'hui, évidemment. La même question pour vous trois. À quel point, quand on se retrouve à devoir commenter une compétition, on doit aimer, au sens personnel du terme, le sport que l'on commente? C'est un métier passion. C'est un métier passion, journaliste de sport, c'est qu'on est forcément addict au sport. Moi, je le suis depuis tout petit. Je consomme du sport à la télé. Déjà, j'ai beaucoup pratiqué et je consomme du sport à la télé à haute dose depuis moi, mes premiers souvenirs du Tour devant la télé, j'ai 6 ans et je suis déjà mordu du Tour à l'époque. Je suis accro au Tour. Je consomme tout. Donc oui, c'est un métier passion. C'est pas nécessaire d'avoir pratiqué un sport pour en parler, que ce soit à la radio, en presse écrite ou à la télé, mais il faut le connaître en profondeur. Ça, c'est clair. C'est clair. Connaître son histoire, connaître ses acteurs, connaître ses légendes, etc., connaître son actu, ça c'est indispensable. Et l'aimer, parce qu'il y a forcément des sports avec lesquels tu as plus d'affinité que d'autres. Bien sûr. On est sur le registre de l'émotion. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est une des thématiques de cette table ronde, l'émotion. On est là pour vivre des émotions. Alors, c'est un peu paradoxal parce que j'ai dit tout à l'heure, quand je suis à l'antenne, j'ai envie d'avoir réponse à tout. Mais en fait, le fantasme d'un commentateur ou d'une commentatrice, Maureen, c'est d'être surpris. On veut être surpris. On rêve d'être surpris. Et la personne qui consomme du sport devant sa télévision rêve également d'être surprise. On ne veut que ça, de la surprise, et que tu de lui l'émotion. fasses vivre sa surprise, en fait. Exactement. C'est ça, ta surprise à toi. Exactement. Le sport, c'est une matière légère, ça n'engage pas l'avenir de l'homme, c'est du divertissement, c'est du loisir, donc on est là pour divertir aussi avant tout. Et c'est un spectacle, hein, le sport, et on le vend comme tel. Mais donc, est-ce que par exemple, tu pourrais commenter de l'équitation ou du hockey que tu n'as peut-être jamais fait moi, j'aime les sports de chrono. Voilà. Les sports où le jugement humain intervient, c'est pas trop mon truc. Donc de l'équitation, il n'y a pas de jugement humain, mais non, je suis pas assez spécialiste pour commenter de l'équitation. Puis j'ai déjà bien à faire avec tous les sports que je traite à France Télévisions. Gabriel Richalot.
du monde. Oui, ben alors, j'ai un parcours qui ressemble un petit peu au vôtre. Je suis passionné depuis que je suis tout petit par le sport, pour l'avoir pas mal pratiqué. J'étais dans des sections de ski, études de ski alpin pendant des années. Et après, j'ai envisagé le journalisme de sport comme une façon de rester au contact d'une matière qui me fait frissonner depuis 45 ans. Donc, bien évidemment qu'il faut avoir cette passion-là. Alors, après, il y a des événements qui vont être plus ou moins émoustillants que d'autres, des disciplines avec lesquelles on a le plus d'affinité, mais on a une chance incroyable de faire ce métier, et même si on n'est pas un grand fan d'équitation, ça vaut le coup de se plonger dedans. Et d'ailleurs, mais comme tous les sujets journalistiques, à partir du moment où on se plonge dedans, il y a toujours de l'intérêt à aller chercher. Mais c'est ça, et comme dans tous les sujets journalistiques, est-ce que si tu es par exemple très spécialiste du foot, tu vas pas avoir un peu plus de biais journalistiques, de biais personnels qui vont t'éloigner de ton objectivité, par exemple? Alors, dans le cadre de nos lives, nous, on n'est pas du tout dans une recherche de l'objectivité. Si on commente un match de rugby, je parle d'un exemple concret, et qu'on a aux commandes un pur Toulousain, on va l'autoriser, en fait. On va l'autoriser à vibrer pour tout. On va faire en sorte que ça soit équilibré. Si c'est une rencontre franco-française, si c'est un Toulouse-Stade français, on ne va pas totalement orienter notre live en disant « Allez, Toulouse ». On va demander à l'autre liveur, parce que ça se fait toujours par équipe de 2, d'incarner quelque chose de différent. Voilà, c'est le début. Il y a un côté théâtre. Il y a un petit côté théâtre, il y a un petit côté stand-up. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une des grandes signatures de journaliste de sport qui s'appelle Jean-Louis Letouzet, qui avait ces mots assez gentils et qui décrivait nos lives comme le stand-up du journalisme. Maureen Lehoux. Alors, juste pour revenir sur les différents sports, oui. De toute façon, quand on commence, on ne choisit pas vraiment quel sport on va commenter aussi. Donc, il faut être prêt à tout commenter. Mais c'est aussi le métier de journaliste qui veut ça. Il faut s'intéresser à tout, être curieux de tout, et donc être aussi prêt à parler de tout. Et je ne me rappelle plus. À quel point aussi tu t'autorises à t'enflammer, par exemple Bien sûr que, par exemple, quand on est au jeu, on a un Français en finale de l'épée, c'est une surprise, personne ne l'attendait là, c'est la folie, quoi. Bien sûr, c'est les jeux, on est en direct, c'est la radio. Gabrielle, par stand-up, est-ce que tu te sens un peu la stand-upeuse aussi quand tu es comme ça derrière ton micro? Je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai envie de raconter ce que je vis aux personnes qui sont derrière le poste. Donc voilà, mais bien sûr qu'il y a un côté. Je me rappelle à Tokyo quand les lumières se baissent, il y a quelque chose de très théâtral, de très romanesque aussi dans le sport quand il est vécu comme ça. Donc bien sûr qu'on s'appuie là-dessus, on joue, on peut baisser sa voix, on peut s'enflammer. Je me rappelle que justement à Tokyo, parce qu'il n'y avait pas de public, les écrivains notamment disaient on vous entend parfois, les commentateurs, quand c'était... Voilà. Donc oui, bien sûr qu'il faut, il faut s'appuyer sur tout ce qu'il y a autour de nous et s'enflammer. Alors après... Jusqu'à quel point ? Je pense que quand on est sur l'équipe de France, les Jeux, etc., ce qui est plus compliqué, c'est pour les clubs. Mais bon, après, je suis pas supporter, moi, donc j'ai pas un club dans le cœur, dans l'âme donc j'ai jamais eu à commenter entre guillemets dans la peau d'un supporter. Donc je ne sais pas trop ce que c'est ça, par contre, mais je sais qu'il y en a. Je pense que quand c'est le cas, il faut trouver la juste distance. Mais je pense que quand on est sur l'équipe de France, quand on est sur les Bleus, il n'y a pas... faut y aller. Après, il faut être juste aussi dans l'analyse, par exemple arbitrale, etc. Faut pas non si plus on est mauvais, on est mauvais. Oui, si on est mauvais, on est mauvais. Je sais que parfois on a tendance aussi à beaucoup critiquer les arbitres, etc. Mais on n'est pas là pour toujours aussi aller chercher l'explication d'une défaite dans un élément extérieur, quoi. On analyse, bien sûr, on donne l'information, mais après, donner son avis, je ne suis pas sûre.
Alexandre Pasteur, est-ce qu'à France Télévisions, une grosse maison comme France Télévisions, on vous donne un peu des consignes comme ça sur à quel point on peut s'enflammer pour l'équipe de France de rugby, par exemple, ou pour une équipe les Français du Tour de France Alors déjà, on est là, on est attendu sur le terrain de l'émotion. On est très attendu, évidemment, parce qu'en commentaire désincarné, quand l'équipe de France de rugby se produit, dans le cadre de la Coupe du Monde ou du tournoi, ou l'équipe de France de foot, évidemment qu'on est attendu sur ce terrain-là. Alors c'est vrai qu'on a toujours ce devoir de neutralité, d'objectivité, on essaie de le respecter au maximum. Mais oui, on peut avoir un côté supporter, des fois, évidemment. C'est de l'émotion, le sport. Hein. C'est de l'émotion. On est français, on est fiers d'être français avant tout. Et voilà. Et puis, c'est aussi notre intérêt que les Français marchent, que ce soit en foot, en rugby, en cyclisme, parce que ça va faire un peu plus d'audience encore. Donc, voilà. Mais avant tout, neutralité, objectivité. Moi, je me suis toujours tenu à cette règle, m'emballer pour la performance en elle-même, plus que pour le sportif. C'est ce que j'essaie de faire depuis mes années Eurosport. Après, on peut se laisser déborder, par exemple. Toi, ça fait 39 ans qu'un Français n'a pas gagné le Tour de France. 39 ans, c'est long. C'est très long. Le jour où un Français sera en mesure de gagner le Tour, qu'est-ce qui restera de ma part d'objectivité? Je ne sais pas. Je pense que je me laisserai déborder aussi, sans doute, et heureusement, parce qu'on est attendu sur ce terrain-là, et on a tous envie. La France veut voir un Français gagner le Tour. La France veut voir la France gagner la Coupe du Monde de foot ou la Coupe du Monde de rugby, évidemment. Ah, tu m'as dit avant la conférence, j'ai plein d'anecdotes à raconter. Alors raconte-moi une anecdote où tu t'es emballé. En fait, les émotions, on parle d'émotions. Hein, l'émotion, c'est un message universel. L'émotion, on a tous ressenti ça. L'extase, la joie, la peur, la tristesse, la déception, l'abattement et tout. On sait tous ce que c'est. Le sport, c'est que ça, c'est que de l'émotion. Moi, je prends l'exemple du Tour de France, le Tour de France 2019 avec Thibaut Pinot, quelqu'un qui nous emmenait très haut dans les émotions, très bas aussi, à la sortie des Pyrénées. On se dit, il va gagner le Tour. Il va gagner le Tour de France. Parce que c'est le plus fort, parce qu'il a gagné au Tourmalet. Le lendemain, il termine deuxième au Prat d'Albi en lâchant tous les favoris du Tour à la pédale. On se dit, putain, on va enfin voir un Français gagner le Tour. Et là, c'est l'extase, c'est la joie, c'est le bonheur. On se projette et tout. Et puis 2 jours après, patatras, abandon. Que personne n'a vu venir. Thibaut Pinot abandonne alors qu'il allait gagner le Tour. Quoi. Donc voilà, on passe d'une extrême à l'autre. C'est ça le sport, c'est des émotions. Et là, dans ta tête, tu le négatives. vis aussi, tu le sens que tu le vis dans ton corps, ce genre de moment-là, ce genre d'émotion-là. Évidemment. Là, c'est la détresse. On se met à la place de Thibaut Pinot qui d'ailleurs, on n'a toujours pas compris ce qui lui était arrivé, mais voilà, le fait est qu'il n'a pas gagné le Tour, malheureusement. Oui, bien sûr. Et là, les mots sont superflus. C'est pas la peine de rajouter des mots là-dessus. Je pense que les images sont suffisamment poignantes, puissantes. Moi, je me souviens, je me suis tué pendant 5 minutes et voilà, on était avec lui, ses larmes, sa détresse. C'est pas la peine d'en rajouter. En plus, les progrès technologiques nous permettent de mieux capter l'émotion. Également, on a des super loups, des super ralentis. Maintenant, l'idée, c'est de tout montrer, que rien n'échappe aux téléspectateurs. Donc, on arrive à capter beaucoup plus facilement l'émotion aujourd'hui qu'on ne le faisait il y a 30 ans ou 40 ans. Je parle de télévision, évidemment, mon domaine. Et toi, Maureen, il y a des moments où tu te souviens d'être particulièrement emballé sur RMC, par exemple, en commentant? Je pense que les Jeux de Tokyo, oui, c'est les Jeux de Tokyo, les médailles de l'escrime, ça a été des moments particulier, riche en émotions. Mais comme disait Alexandre, la passion et la magie du sport n'a pas de nationalité. S'il faut raconter les larmes de Roger Federer, voilà, on est aussi attaché à une personnalité, mais sans rentrer dans une forme de proximité. C'est juste l'exploit qu'il est en train de vivre, la carrière de cet homme. Voilà, c'est ça aussi, entre guillemets, la magie du sport. Je pense que c'est là qu'on se retrouve, c'est faire partager, donner à voir, donner à transmettre ces moments-là qui sont complètement hors du temps, quoi. On s'en souvient. Ouais, on était quand Pinot... Oui, bien sûr. Et tu parles des Jeux de Tokyo qui étaient très particuliers, puisque tu les as vécus aussi. C'était des Jeux à huis clos, sans public. Moi, je commentais les épreuves d'athlétisme. J'étais dans un stade de 80 000 places où il n'y avait pas un rat, quoi, en fait. C'était l'entre-soi, nous, les athlètes, et c'est tout. Voilà. Et même sans public, on a vécu des super émotions. Comme quoi, le sport se suffit à lui-même, en fait. Gabriel Richalot, vous, au Monde, vous travaillez depuis votre rédac pour ces lives, devant les écrans. Vous êtes aussi dans l'émotion, dans la rédac, quand ces lives-là, à ce moment-là, vous êtes dedans? Alors, bien évidemment, donc on a l'avantage d'être filmé ou écouté par personne. Donc, au moment où l'émotion extraordinaire qui est produite par le spectacle sportif devant nous se produit, libre à nous de hurler, de courir dans tous les sens. Je peux vous dire qu'au moment de la finale de la Coupe du Monde 2022 de foot, mes liveurs, ils étaient
de chacun à un bout de la rédac en train de hurler torse nu. Oh là là, qu'est-ce Et qui là, nous il faut le arrive faire ressentir. On peut le Voilà. faire ressentir ça Donc, dans le live, non? Et après, l'enjeu est effectivement de bien raconter ça à nos lecteurs. De toute façon, nos lecteurs, quand il se produit un événement extraordinaire comme l'abandon de Pinot ou bien ce spectacle incroyable qui a été la finale de la Coupe du Monde 2022, ils nous envoient des messages pour nous dire « Oh là là, j'ai des frissons, je suis en train de pleurer, mais qu'est-ce qui m'arrive ?» et tout. Et voilà. Et nous, généralement, on rebondit sur ces émotions, on publie les réactions des gens, on leur explique que nous aussi, c'est la même chose. Et donc, voilà, ça revient vraiment à ce que je vous disais tout à l'heure. L'objectif, c'est d'être le bon copain à côté du canapé, à côté de vous dans le canapé, en train de regarder un événement. Où est la frontière entre le journaliste qui doit garder toute sa déontologie et le supporter? Alors, toi, tu la situes où? Alors, il y a des moments qui peuvent être, j'allais dire, graves. Alors, c'est que du sport, hein, mais il y a des moments qui nécessitent un décryptage journalistique important. Est-ce que Ben O'Keefe a vraiment roulé dans la farine l'équipe de France au moment du quart de finale de la dernière Coupe du Monde, de rugby. Voilà, là, ça va être intéressant que nos journalistes spécialistes de rugby fournissent de l'analyse, des informations, voilà, pour un moment clé, décisif. En ce qui concerne partager une émotion du sport, je vois pas d'objection de temps en temps fêter avec nos lecteurs ces moments qui sont agréables pour tout le monde en fait. Hein. C'est des moments qui font du bien. Regardez le reste de l'actualité, on en a besoin aussi. Alexandre Pasteur, il y a aussi ce côté, on apporte une respiration dans l'actualité. Avec oui, mais bien sûr, mais encore une fois, le sport, c'est que de l'émotion. Le sport, c'est quoi? C'est des corps en mouvement. Donc rien que ça, c'est émouvant, je trouve. Et on est attendu sur ce terrain-là. C'est du divertissement, encore une fois. On n'engage pas l'avenir de l'homme. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors il y a des enjeux évidemment économiques, sociétaux, qu'on décrypte d'ailleurs. Il faut toujours replacer un événement sportif dans un contexte global. Toujours avoir un œil dans le rétro également. Quand on commente le Tour de France, il y a plein de références au passé, aux champions, aux lieux qui ont fait la grandeur et la légende du Tour. Donc on est toujours obligé d'avoir un œil dans le rétro. Mais voilà, c'est une matière joyeuse, le sport. Et on a de la chance de travailler sur une matière joyeuse, parce que tout n'est pas joyeux en ce moment, comme le dit Gabriel, effectivement. Maureen Lehoux. Non, mais moi, me vient en tête un moment, c'est à l'Euro 2016 en France, le Portugal gagne contre la France, et moi, je suis les Portugais, à Marcoussis le lendemain. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'ils devaient repartir en bus, tranquillement, aller chercher l'avion, et en fait, les Portugais sortent avec le trophée. Et là, vous avez des centaines de supporters portugais qui sont là. Moi, je suis pas. Enfin voilà, je suis censée être, en tant que supporter déçu, mais je le suis pas parce que là, je vis un moment de partage, de joie, de bonheur justement qu'est le sport, de voir tous ces gens tellement heureux qu'on raconte ça en fait. C'est pour dire que c'est ça notre métier, quoi. C'est raconter vraiment ces moments-là et quelle que soit la forme et la nature. C'était peut-être pas la question exacte que tu me posais. Non, c'était pas la question. Le sujet est intéressant. Mais du coup, toi, où est-ce que tu situes cette frontière entre supporters? Là, pour le coup, tu aurais pu avoir entre guillemets une réaction d'animosité vis-à-vis des Portugais qui nous avaient battus la veille en finale. Et voilà. Non, mon métier c'est de raconter ce que je vois, et là je vois un moment de bonheur. Alors bien évidemment, on avait un autre reporter qui était à l'Hôtel des Bleus. Oui, c'était pas la même ambiance, mais voilà, il y a un temps pour tout aussi. Hein. On peut avoir un temps plus tard pour décrypter une faute, etc. Quand il y a de l'émotion, il faut simplement la partager, la vivre et la transmettre. Comment on trouve son style d'ailleurs? Parce qu'on pense, on a des stars du commentaire sportif dans notre pays. On pense à certains noms, Thierry Gilardi, Thierry Roland, pour n'en citer que deux. Comment on trouve son style? C'est une bonne question, encore plus quand on n'a pas vraiment de modèle, si je parle pour les femmes. Ouais. Donc on écoute. Alors moi j'ai eu la chance de travailler avec Jeanne Orességui, qui était aussi quelqu'un que j'écoutais beaucoup quand j'étais petite. Petit à petit, ça prend du temps en fait. Je pense que c'est comme une question de voix, etc. Après. Je sais pas, on s'entraîne, on se répète, on se réécoute beaucoup. En tout cas, au début, je pense pas qu'Alexandre dira la même chose, mais c'est difficile de trouver son style. Il faut T'étais critique avec toi-même quand tu te réécoutais? Bien sûr, énormément. Et puis surtout, il faut être dans la construction. Et je pense pas qu'il faille copier, en fait.
petit à petit, chacun trouve son style. Je crois qu'il faut surtout être vrai, être soi. Parce que c'est aussi ça, transmettre de l'émotion, raconter, c'est le faire avec son vécu, avec son histoire. Et on a chacune la nôtre. Donc moi, je ne sais pas s'il y a un style, je ne sais pas si... Ça, comment tu décrirais, toi, ta façon de commenter, ou à défaut de ton style? Je ne sais pas, je pense qu'il y a des choses qui... L'émotion, on l'a... dans la vie en général, on voit quelque chose. Certains vont être touchés par un coucher de soleil, d'autres non. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est un peu grossier mon exemple, mais voilà. Certains vont être touchés par un but sur coup franc et d'autres sur, non, mais sur un but voilà, sur donc, corner. je pense qu'il faut être soi, être vrai, avoir envie de te transmettre, de donner, et avec le temps. Je pense que aussi, là, je sais qu'il y a aussi des étudiants en journalisme, donc il n'y a pas une recette miracle, je crois, mais oui, beaucoup se réécouter, bien évidemment, au départ, et puis être vrai, être soi à l'antenne, ouais. Alexandre, comment tu as trouvé ton style? Et il a sans doute évolué en 30 ans. Oui, bien sûr, il a évolué. Si je réécoute mes premiers commentaires en 95, dans mes premières courses de ski, où je suis à moitié aphone, la voix blanche, tétanisée, je pense que je prends peur. Hein. Lina a dû garder les archives. J'espère pas. Non, on trouve son style déjà en se respectant soi-même, en respectant les gens qui nous écoutent, en répondant à leurs attentes également. On ne commente pas pour soi, hein. On commente aussi pour une communauté, des gens qui consomment du sport à la télé, à la radio, sur le web, en presse écrite. Donc déjà les respecter, se respecter soi. Et puis comme l'a dit Maureen, c'est très beau ce que tu as dit, Maureen, on commente aussi avec sa sensibilité, beaucoup. Je pense que cette sensibilité, elle doit transparaître à l'antenne, ça c'est hyper important. Moi je me nourris aussi beaucoup des autres. J'ai pas d'honte à le dire, j'écoute beaucoup mes camarades, je suis pas tout seul dans ma tour d'ivoire, je suis pas le seul commentateur du monde, donc j'écoute beaucoup ce qui se fait sur les autres chaînes. Le but c'est pas de copier, mais de s'inspirer. J'écoute beaucoup mes anciens collègues d'Eurosport qui consomment beaucoup de vélo toute l'année, donc voilà, j'écoute la chaîne L'Équipe, j'écoute ce qui se fait un peu partout, et j'essaie de m'en nourrir aussi, j'essaie de varier mon vocabulaire, c'est important, j'essaie de respecter la langue française aussi quand je commente, je pense que c'est le premier de nos devoirs, parler un français irréprochable, donc j'essaie de mettre tout ça bout à bout pour avoir un style. Alors est-ce que j'ai un style? J'en sais rien, mais en tout cas j'essaie de respecter tous ces fondamentaux, ça me semble la voix, très ça important. compte aussi, non? Alors la voix, oui, alors c'est ce que je disais dans la session précédente là, avec les étudiants. La voix, elle doit pas être, ça doit pas être un facteur discriminant. Il n'y a pas d'un côté des belles voix et d'un autre côté des voix moches. Il y a des voix dont on se souvient, c'est surtout ça. Moi, je me souviens, là, Gabriel, je convoque des souvenirs un peu anciens. Tu te souviens d'Albert Simon, Monsieur Météo sur Europe 1, dans les années 80. Il avait une voix épouvantable, une voix de crécelle, comme on dit, nasillarde et tout. Mais on s'en souvient, et ce mec a cartonné à la radio parce qu'il avait une voix identifiable. Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir, je pense. Gabriel Réchalot, au Monde, comment vous affinez votre style? Alors, la question du style, en ce qui concerne le commentaire en direct, elle se pose quand même avec un peu moins d'importance que pour la rédaction d'un grand papier. La première mission sur un direct de sport, c'est la clarté, la pertinence de l'information, et après le style, ça va consister à dans un bon français bien évidemment, avec la difficulté de l'écriture en direct. Donc ça peut nous arriver de faire des fautes d'orthographe, et là on se fait gentiment massacrer par nos lecteurs. Le Monde qui fait des fautes, des fautes de frappe, voyons. Ça la fout mal. Mais après, voilà, l'enjeu, c'est de créer une atmosphère conviviale avec nos lecteurs pour vivre l'événement. Voilà. Après, quand il est question d'écrire des papiers, moi, ce que je conseille aux jeunes journalistes qui sont nombreux au service des sports, c'est vraiment de s'imprégner de ce que font les collègues, les confrères, et d'ailleurs, pas uniquement dans le domaine du sport. C'est vraiment très, très riche d'aller regarder quotidiennement les pages Horizon du journal Le Monde, où vous allez lire du Florence Aubenas, du Ariane Chemin, du Raphaël Baquet, et voilà. Et c'est comme ça qu'on acquiert une plume en presse écrite. D'ici quelques minutes, on passera à vos questions. Avant cela, on va évoquer l'évolution de l'écosystème du commentaire sportif. C'est vachement bien d'avoir Maureen Lehoux avec nous. Tu as été la première en France à commenter un match de foot sur RMC. Sur RMC. Oui. C'est pas anodin? Je sais pas. Non, oui, c'est un univers très masculin, c'est sûr. Comment tu l'as ressenti quand tu es arrivé dans ce milieu-là? Ça se savait. Voilà, qu'il y avait des sports qui n'étaient pas faits
pour les femmes, enfin que les femmes ne commentaient pas tout simplement. C'était et pas enfin, dans beaucoup de rédactions. Voilà, c'était quelque chose. Notamment le foot. Le foot, c'était vraiment le sport masculin par excellence, et donc ça pouvait bien évidemment pas être commenté par une femme. Donc on arrive en... Parce que quoi ? Parce qu'elles n'ont pas les connaissances, parce qu'elles n'ont pas la voix Alors cette question de la voix, c'est toujours très drôle, mais je pense qu'on pourra tous ici citer des confrères qui ont parfois une voix plus aiguë quand ils montent dans l'émotion, en fait. Donc pour moi, c'est une fausse excuse, c'est pas une vraie justification pour expliquer qu'il n'y a pas assez de femmes, tout simplement, aux commentaires. Je pense que pendant longtemps, beaucoup peut-être se le sont interdites, et aussi, voilà, c'était des patrons de rédaction qui ne voulaient pas. Aussi, peut-être. Enfin voilà, il faut le dire. C'est compliqué en fait. C'est un sujet très complexe. Ce qui est sûr, c'est qu'encore aujourd'hui, c'est loin d'être une chose. C'est ça. Ça fait 8 ans toi que tu as commencé le commentaire sportif à RMC. Est-ce que tu as senti la chose évoluer en 8 ans, la perception en tout cas évoluer? Alors il n'y en a pas eu d'autres entre-temps qui ont commenté du foot. C'est déjà rien que ça, c'est un signe. Oui. Et puis surtout au début, moi j'avais les trucs où il est tombé malade, il faut trouver quelqu'un d'urgence. Ouais. Allez, Maureen, on y va. On prend le train, ce soir on commente. Il faut saisir les occasions, ça c'est sûr, mais c'est là où je reviens, elles se représenteront pas 1000 fois. Donc il faut tout de suite essayer de répondre présente. Et puis il faut aussi... Là, je salue un de mes rédacteurs en chef, Rodolphe Massé, qui, quand il est devenu directeur de la rédaction d'RMC, il ne l'est plus aujourd'hui, mais a aussi encouragé ça. Et c'est aussi des personnes qui font changer le milieu, quoi, aussi, tout simplement. Je peux pas parler au nom des autres, mais ce qui est sûr, c'est que c'est il existe bien d'autres commentatrices sur d'autres médias. Bien sûr, alors par exemple bien d'autres. Isabelle Langer sur RTL, il y en a quelques-unes. Oui. Voilà, et on a vu mais Marie Portolano le disait hier aux Assises avec le livre qu'elle a sorti, Je suis la femme du plateau. Il y a encore un vrai problème sur la représentation féminine dans les médias quand il s'agit de parler de sport. Et puis à l'inverse de la télé, à la radio, on n'a pas besoin de la caution femme, excusez-moi, mais physique pour donc il faut effectivement c'est peut-être encore plus dur, à la radio. Alexandre Pasteur, avec 30 ans de commentaires sportifs derrière toi, comment tu analyses tout cela ? Alors j'ai vu une évolution quand même, parce que moi quand j'ai commencé à faire du commentaire sportif en 95, aucune femme ne commentait du sport à la télévision ni à la radio. Aucune. Mais quand je dis aucune. À l'époque, pourquoi ? À l'époque, pourquoi ? Alors, est-ce que les femmes s'interdisaient de rêver, de faire du commentaire ? Les portes étaient fermées, je pense aussi. Tu parles il y avait des bastions de la virilité comme le foot, effectivement. Moi, il y avait une journaliste que j'adorais qui s'appelait Marianne Macot. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Qui a été une pionnière qui faisait partie du service des sports de TF1, qui travaillait sur le foot. Alors, elle ne commentait pas de match, mais elle faisait beaucoup de sujets, des sujets que je trouvais super, décalés, avec beaucoup de sensibilité. Je trouve qu'elle a modifié la façon de traiter le football à la télévision avec des reportages hyper audacieux. C'était toujours bien senti. Enfin, voilà, je trouvais qu'elle était géniale. Elle a été très maltraitée par les hommes du service des sports de TF1, à tel point qu'elle a quitté le milieu, d'ailleurs, au bout de quelques années, parce que je pense qu'elle supportait plus ce sexisme, cette discrimination. Et elle est décédée il y a quelques années, à 54 ans seulement. Ça m'a beaucoup ému parce que, et j'en parle avec beaucoup d'émotion là encore, quelqu'un je ne la connaissais pas, mais qui m'a beaucoup impressionné. Quand je vois le traitement qui lui a été réservé, c'est pas possible. Alors heureusement, les choses évoluent, les barrières tombent, comme l'a dit Maureen. Il y a des femmes qui commandent du sport. Nous, à France Télévisions, il y a des femmes qui commandent du sport. Elles sont minoritaires, certes, mais il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de femmes qui vont commenter les épreuves aux Jeux Olympiques sur les antennes de France Télévisions, la 2, la 3, puisqu'on aura une diffusion H24 à l'occasion de ces Jeux. Et au niveau des consultants-consultantes, on sera à la parité. Il y aura autant de consultantes que de consultants dans les équipes de France Télé pour les Jeux Olympiques. Donc les choses bougent. Certaines de ces femmes qui vont commenter pour France Télé ? Oui, bien sûr.
sûr. On entend leur nom. Oui, bien sûr. Marie-Christelle Maury, Marie Mamère, Claire Vauquier-Ficot. Voilà, seront des journalistes qui seront Inès Lagdiri, qui commente le tennis pour nous, qui commente Roland Garros. Cécile Gray également. On aura Inès Irigoyen. On aura également Jeanne Meyer, qui va commenter aussi du sport, enfin des épreuves olympiques. Alors, je n'ai pas le détail en tête, mais on aura une dizaine de femmes qui vont commenter des épreuves olympiques à Paris. Oui, ça évolue. Les barrières tombent, tant mieux. À quel moment tu as senti que ça commençait à bouger? Tant mieux. C'est assez récent quand même, hein, Maureen. Je sais pas, toi, tu as commencé il y a 8 ans, c'est ça? Bah, tu es parmi les premières, je pense, hein, on peut le dire. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Ah, mais je pense aussi que certaines se sont peut-être aussi épuisées avant d'arriver. Peut-être aussi. Ouais. Parce que c'est forcément que c'est épuisant aussi de par exemple, quand tu étais à l'école de journalisme de Tours, parmi les étudiantes qui étaient avec toi, est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient envie de faire du commentaire de sport? Non, c'est vrai, aussi. Non, mais il y a aussi des freins. Voilà, on ne va pas refaire l'histoire de la société, de certains points, de certains freins, de certaines barrières qui sont plus ou moins visibles, mais ce qui est sûr, c'est que oui, c'est difficile parfois de se projeter quand on n'a pas. On parlait de modèles, de s'inspirer. Bien sûr que ça compte aussi. Donc là, le fait d'avoir par exemple une parité de consultantes et de alors attention, consultante, c'est pas la même chose. C'est pas oui, le ce ne sont pas des journalistes, voilà. Exactement. Ouais. On n'aura pas la parité sur les commentateurs, commentatrices. Ça, à la radio, c'est un peu la caution féminine. On a des consultantes. C'est pas la même chose. Pas pareil. C'est vrai. On travaille sur la même matière, mais on n'a pas le même statut, c'est clair. Donc espérons avoir un jour une parité commentateur-commentatrice à France Télévisions sur des grandes épreuves. Bien sûr. Mais là, les derniers recrutements au service des sports de France Télévisions sont exclusivement féminins et c'est pour faire du commentaire, hein, autant que du reportage. Donc il n'y a plus de barrière, en tout cas à France Télé. Une femme qui commande du sport, c'est quelque chose de normal qui est rentré dans la norme. Donc il n'y a plus ça ne choque plus personne, évidemment. J'ajoute juste un petit point. Attention aussi aux femmes qui commandent des sports plus féminins, par exemple. Ça a été aussi une des modes, entre guillemets, de donner la gymnastique. Voilà. Donc, c'est aussi... En fait, c'est pas seulement non plus une plus faible présence, c'est aussi ce qu'elles font. Et ce qu'elles ou ne pas mettre les femmes aux commentaires du football féminin et les hommes au football masculin. Gabriel Réchalot au Monde. Oui, l'enjeu de la féminisation de notre rédaction, il est identifié depuis très longtemps et on est arrivé à quelque chose qui commence à être satisfaisant. Il y a 50% d'hommes et 50% de femmes dans notre rédaction. On demande à ce que dans chaque hiérarchie de service, il y ait toujours des hommes et des femmes. De nombre de services de la rédaction du Monde sont dirigés par des femmes. Après, il y a un enjeu spécifique effectivement au service des sports. Je vois dans les candidatures que je reçois pour des stages et des piges, il y a une immense majorité de candidatures qui viennent de jeunes hommes. Mais voilà, c'est notre responsabilité de lutter contre ça. C'est hyper important parce que c'est souvent un regard très différent, un peu différent de celui que peuvent avoir les hommes ou les jeunes hommes sur le sport. C'est important dans ce qu'on raconte avec nos lecteurs et nos lectrices, et c'est le point que je voulais souligner, et en particulier dans nos lives. On a eu des chiffres récents qui nous ont montré que nous avons énormément de lectrices de sport qui viennent partager les événements avec nous, et je trouve que c'est quelque chose de très important. Et qui réagissent aussi qui réagissent bien évidemment tout autant que les autres, et dans leur façon de réagir nous éloignent d'un des travers de notre métier dans le sport qui peut être de tomber facilement dans la formule toute faite, le cliché, en poussant le truc, parfois un regard un peu beauf sur le sport qui est à repousser à des kilomètres de nous, et donc ça mérite toute notre attention. Ah oui, donc il ne faut pas être beauf aussi en commentant. C'est des choses qu'on a en tête un peu parfois.
Oui, j'espère qu'on arrive à éviter cet écueil quand même, parce que... Alors, qu'est-ce qu'un commentaire beauf? Tiens, justement. Dis-nous, qu'est-ce qu'un commentaire beauf? Un commentaire beauf, pour moi, c'est un commentaire avec 2 mots de vocabulaire. C'est un commentaire avec des œillères, où on s'en prend à l'arbitre, ou franchouillard, patriote, nationaliste, aveugle. Enfin, voilà, c'est ça un commentaire beauf pour moi. Voilà. Bon, j'espère qu'on arrive à éviter ça quand même. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui veulent prendre la parole pour poser des questions à notre trio? Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait circuler un micro. Comment ça se passe à ce niveau-là? Il y a. Ah, quelle bonne nouvelle. Eh bien, allons-y. Bonjour. Je voulais poser une question par rapport au rapport que l'on a quand on commente un événement sportif. Sur les différentes dérives qu'il peut y avoir, par exemple au Tour de France, il y a plusieurs réactions. Quand l'affaire Froome sort, comment on arrive de dopage. Exactement. Comment on arrive à commenter de manière objective ou subjective par rapport à ses convictions sur cette affaire. Alors, Alexandre Pasteur. Tu parles de l'affaire Froome. Quelle affaire Froome? En fait, c'est pas l'affaire Froome, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où on se dit dans son inconscient, là, il y a quelque chose de louche. Je prends Froome, mais il y a eu d'autres cas. Il y a des moments où on se dit, les suspicions existent. Est-ce que moi j'en fais fi? Est-ce que je passe à côté ou... Alors. Déjà, il n'y a pas eu d'affaire Froome. Froome n'a jamais été pris pour, oui, c'est pour ça. Pour dopage. Après, on peut avoir des convictions. C'est bien de les partager. Mais avancer les choses sans preuve, c'est compliqué. C'est très casse-gueule. Moi, jamais je dirais, tiens, Pogacar, qu'est-ce qu'il a pris ce matin? Parce que non, c'est juste pas possible. Jamais je ne me lancerai là-dedans. Ou alors, j'ai des arguments concrets qui me permettent d'étayer mes propos. Moi, je fais pas d'investigation. J'ai pas le temps pendant le Tour de France. C'est pas possible. Donc voilà, je suis pas dans les urines de Froome. Je suis pas dans sa chambre. Je suis pas dans son sac. Voilà. Après, on peut s'étonner, effectivement. Moi, on s'est étonné l'an dernier sur le Tour de France de la performance de Vingegaard sur le contre-la-montre de Combloux, où il réalise une moyenne qui est un peu ahurissante, où il relègue ses principaux rivaux qui sont pourtant pas des peintres à 2 minutes et 3 minutes. Oui, on s'interroge, effectivement. On s'interroge et on se demande si on ne va pas retomber dans les années toxiques du vélo. Mais sans preuve, on n'affirme rien. On peut s'interroger, oui, mais... D'ailleurs, quand pendant toi peut-être de longues années, on s'est extasié devant les performances de Lance Armstrong, comment on a réagi? Alors, je ne commentais pas le Tour de France à cette époque et je suis très heureux de ne pas avoir commenté ces Tours de France. Les Tours de France toxiques, non, merci. Mais je plains mes collègues qui ont dû vivre ces moments-là. Voilà, Gabriel, parle-en à Gabriel. Moi, les Tours de France de Lance Armstrong, j'ai eu la chance de les suivre sur le terrain comme reporter. À l'époque, je travaillais au Parisien et au moins 6 mois de mon année consistaient à suivre Lance Armstrong un peu partout sur la planète. Donc, comme tu le soulignais, Alexandre, bien évidemment, si on n'a pas de preuves, c'est absolument impossible d'écrire une conviction personnelle. On est là pour vous apporter des faits confirmés. Alors en presse écrite, on a un peu plus de possibilités en termes de travail d'enquête. En ce qui concerne le dopage, le travail d'enquête, il est extrêmement compliqué. J'ai vu que dans une autre table ronde, il y avait Damien Rescio, et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter le podcast Mécanique du journalisme, où il raconte le travail qu'il a fait sur l'affaire Armstrong et les moyens qu'on lui a donnés pour pouvoir mener cette enquête. C'est fabuleux. Il y a un seul journaliste en France qui a eu ces moyens-là. Il a repris ses études, il a étraîné tous les congrès de pharmacie, il est allé voir toutes les instances de l'antidopage, et il a fallu qu'il fasse preuve derrière ça de beaucoup de finesse et d'intelligence pour débusquer ça, quoi. Mais voilà, donc au moment où on a ces événements-là sous les yeux, ce qu'il faut faire, c'est être prudent.
Voilà. Il est possible d'écrire, dans le cas du Tour de France de l'année dernière et du contre-la-montre très étonnant de Vingegaard, que il est possible de formuler sous forme de questions. Peut-être que dans X années, ça fera partie des performances qui pourraient être remises en cause. Voilà. Je crois que c'est le plus loin où on puisse aller pour pouvoir donner quelque chose de fiable à nos lecteurs. Maureen Lou, tu souhaites ajouter quelque chose sur ce sujet ? Non, je pense que tout a été dit. Moi, j'ai eu l'occasion de suivre Ophélie Claude Boxberger dans cette affaire d'une piqûre non voulue dans le dos par son ex-beau-père dans une affaire très complexe. De PO, hein, c'est ça ? Oui. Donc bon, c'est des affaires toujours très compliquées et sans preuve, sans fait, c'est impossible même tout simplement. C'est pas notre métier et on n'est pas divin, on n'a pas une boule de cristal. Donc Clémence Calvin aussi dans cette histoire aussi, c'est souvent des histoires de toute façon un peu folles et donc il faut aussi, là on parlait d'émotion, trouver la juste distance entre ce qui est fou, ce qui est et le vrai, le concret, le réel, etc. Donc c'est des affaires jamais simples à traiter. Oui, et si des accusations tombent, peut-être ne pas non plus tomber dans le lynchage, par exemple, tant qu'on n'a pas des preuves irréfutables et que tous les recours ne sont pas passés aussi. Évidemment, alors après, en cyclisme, on a des marqueurs quand même qui nous permettent de mesurer, d'évaluer la performance des athlètes. Ça, on ne l'avait pas avant. On a des datas, des marqueurs, c'est les watts, la puissance développée par les coureurs, c'est les temps d'ascension dans l'école. Voilà. C'est à partir de ces chiffres qu'on peut avoir des doutes, émettre des réserves sur des performances. Mais, encore une fois, tant que rien n'est prouvé de manière scientifique, biologique, on ferme sa bouche. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Ouais, j'en profite, j'ai le micro ici. Enzo Esri, étudiant en journalisme à l'IUT de Lannion. J'avais une question. On parlait tout à l'heure des nouvelles évolutions, de nouvelles formes de commentaires, notamment via les sites web de presse écrite et pas que. Est-ce que le commentaire radio, qui lui n'a pas accès aux images et qui, dans les locales notamment, je pense à France Bleu, qui a de moins en moins de commentateurs radio, n'est pas sur la pente descendante et n'est pas menacé de disparition ? La radio ? À la radio, oui. Maureen qui a travaillé pour RMC, comment tu vois la chose ? Moi, je crois que la radio est immortelle. Je crois que c'est un truc... Après, le commentaire sportif à la radio, dans les locales, je ne maîtrise pas complètement le sujet parce que, pour le coup, j'y ai pas travaillé. Après, je crois qu'on a vu, là, en une heure, combien le sport est vecteur d'émotions, de passion, de sentiments d'appartenance. Et j'ai du mal à croire que des locales peuvent se passer de ça parce que c'est quand même un formidable terreau d'auditeurs, en fait, tout simplement, attachés à une équipe, attachés à des couleurs, que ne peut pas se permettre une radio nationale, par exemple, ou France Télé. Donc, je ne connais pas la situation. Enfin, je ne sais pas si tu avais un exemple en particulier, mais en tout cas, je crois que ça reste le commentaire radio dans les locales, quelque chose de passionné, de fort. Un vrai lien social, quoi. Je sais par exemple qu'à France Bleu, il y a certains journalistes qui commentaient depuis des années des équipes de football, notamment en deuxième division chez les garçons, parce que malheureusement chez les filles, la deuxième division, il n'y a pas de commentaires sportifs, mais qui ne peuvent plus se déplacer à l'extérieur et qui parfois ne commandent plus qu'un match sur deux. Alors, oui, à domicile. C'est vrai qu'après, il y a une question de moyens. Et il y a beaucoup de radios et le sport. On sait qu'Europe 1 n'a plus de service des sports depuis quelques mois. C'est quand même un signe hyper fort. Aussi, combien de journalistes sont envoyés sur les grands événements. Oui, c'est vrai que c'est une question sur... mais de manière générale, je crois un peu sur tout. Quels moyens on donne à un événement sportif, combien de personnes on y envoie. C'est une vraie question, mais j'ai pas la réponse. Mais en tout cas... J'espère, bien évidemment, par amour du sport et aussi du local, parce que c'est hyper important, les radios locales, que ça durera. Gabriel Richalot du Monde. Je crois qu'en fait, la situation que vous décrivez, c'est l'un des symptômes d'un paysage médiatique qui est chamboulé. C'est un moment un petit peu charnière pour France Bleu en ce moment, avec l'audience globale de la radio qui se réduit, une injonction de l'État de fusionner leurs antennes
l'antenne avec France 3, dans une objectif quand même de réduction de moyens, de réduction des coûts. Donc je pense que c'est le symptôme de ça. Il y a autre chose, c'est l'irruption du numérique que nous, en presse écrite, on a vécu de plein fouet. Alors il y a quelques années, on commence, pour certains titres les plus chanceux, et je fais partie d'un des titres chanceux, on commence à sortir de cette problématique-là, quoi. Mais voilà, les frontières de chacun des médias bougent aussi énormément, et il faut s'attendre à ce qu'elles bougent encore. On ne sait pas ce que va donner, par exemple, l'arrivée de l'intelligence artificielle au contact des rédactions. Il y a beaucoup de choses qui risquent de bouger, et de frontières et de lignes qui vont bouger au contact de ces évolutions technologiques. Maureen Lehoux. Non, mais juste même sur un grand événement, pas un mondial de hand, il y a beaucoup de médias qui n'arrivent qu'aux demi-finales parce que pas les moyens, parce que ça coûte cher, enfin pas les moyens, en tout cas pas le souhait de mettre les moyens dessus. Donc c'est exactement ce que tu dis, ouais, c'est des choix de rédaction pour le coup. Tu évoquais, Gabriel, l'intelligence artificielle qui peut faire peur dans le journalisme. Je sais qu'il y a un débat sur le sujet qui a été programmé aussi pendant ces assises. A priori, pour le commentaire, on n'est pas en danger. Alors, détrompez-vous. Pour l'instant, l'intelligence artificielle, c'est pas encore trop faire de l'émotion. Alors détrompez-vous. Les médias s'appuient, les médias écrits s'appuient pour faire les lives sur des fournisseurs de données sportives qui utilisent déjà l'intelligence artificielle pour vous dire Griezmann, ça y est, c'est le 7e corner du match et il en a fait 152 pendant les 6 premiers mois. Opta, par exemple, voilà, utilise déjà des outils. On le voit plutôt comme un outil. Par contre, là, on parlait, par exemple, notre thème, c'est le journalisme de l'émotion. Est-ce que là, alors, faut pas compter sur l'intelligence artificielle pour créer de l'émotion, mais c'est en fait une très bonne chose et ça rend l'exercice journalistique hyper intéressant et le journalisme de sport hyper intéressant. C'est-à-dire que à côté de cette offre qu'on peut imaginer massive d'intelligence artificielle, il va falloir qu'on propose des choses où nous on met beaucoup d'humains pour que justement les gens trouvent autre chose qui soit plus séduisant. Est-ce qu'on a encore une question dans la salle? Oui. Je suis juste là, à l'autre côté. Là, Antoine Rivalin du Centre Nantais de journalisme. Moi, j'avais une question à propos de la proximité entre les commentateurs et les sportifs. On s'attache forcément aux sportifs. Est-ce que ça ne peut pas parfois devenir un frein à l'objectivité ou alors où ça crée des tensions avec certains sportifs, je ne sais pas. Je vois qu'Alexandre Pasteur veut répondre. Ça dépend de quel sport on parle. Il y a des sports où la proximité a disparu. Je pense au football. Mettre de la proximité entre un journaliste et un joueur star de Ligue 1 ou de je ne sais quel championnat étranger, c'est de plus en plus difficile. Moi, je travaille sur des sports où il y a encore de la proximité, c'est vrai, avec les athlètes, le ski, le vélo, l'athlé. C'est des sports où il y a de l'argent, mais qui circulent quand même moins massivement que dans le foot. Donc on arrive quand même à nouer des rapports à peu près normaux avec les athlètes. C'est pas pour autant que je suis pote avec eux, et je m'interdis d'être pote avec eux. Donc voilà, on peut avoir des affinités, on a tous une sensibilité, évidemment, n'est-ce pas, Maureen? Et cette sensibilité, on la garde pour nous. Après, on fait un métier où l'objectivité, la neutralité doit rester la règle de base. Donc moi, je suis pas là pour être pote avec les athlètes, même si je sais pas, j'adore Tadej Pogacar, mais voilà, c'est pas mon pote et je suis pas là, je suis pas son agent, je suis journaliste commentateur de télévision, c'est tout. Maureen Lehoux, t'as des copains parmi les athlètes? Non, je ne peux qu'aller dans le sens d'Alexandre. On avait une question devant, je crois aussi. Je sais pas si Gabriel, tu voulais réagir dessus, mais. Je suis absolument d'accord avec ça. On n'est pas là pour être les copains des athlètes et de toute façon, on est là pour être les copains d'aucune source journalistique. Il faut que ça soit, c'est toujours bon de le rappeler. Totalement clair. Dès qu'il y a confusion, ça entraîne des problèmes qui se voient très très rapidement. Allons-y. Oui, bonjour. J'avais une question sur le thème, c'était l'émotion. Est-ce que vous avez des moments où vous avez justement la sensation de dépasser, on va dire, de plus garder cette émotion, garder cette neutralité? Je pense notamment pour vous, Alexandre Pasteur, au Tour de France, quand par exemple un membre du public vient percuter un coureur, ça fait forcément griser beaucoup de personnes. Est-ce que sur l'antenne, vous avez
qu'ils arrivaient à garder quand même cette neutralité alors qu'on sent que ça peut énerver beaucoup de personnes. Déjà, on fait de la prévention, donc on passe des spots à longueur d'étape. N'approchez pas les coureurs, ne courez pas à côté des coureurs, foutez la paix aux coureurs, etc. Donc on fait de la prévention. Après, quand ça se passe, oui, ça agace évidemment, mais moi, je ne suis pas policier, je ne suis pas gendarme, je ne suis pas membre des forces de l'ordre, je suis pas redresseur de tort non plus. Donc voilà, il y a des faits de course comme ça, effectivement. Ça agace, on va le dire, on va répéter, voilà. Mais bon, je ne vais pas traiter la personne d'abruti, d'imbécile, comme certains de mes collègues ont pu le faire par le passé. Non, on n'est pas là pour juger. Le Tour de France, ça génère beaucoup de folie, beaucoup de passion, beaucoup d'adrénaline, que ce soit chez les coureurs et dans le public sur le bord des routes. Donc voilà, il peut y avoir des débordements. Après, ça arrive, c'est comme ça, ce sont des faits de course. Mais on n'est pas là pour juger non plus, quoi. Il y a une sorte de jeu qui consiste maintenant avec Internet, hein, quand on a par exemple un moment télévisuel particulier, j'imagine donc par exemple une envolée d'un commentateur, de le reprendre, de faire ensuite un buzz, une séquence qui va tourner. Est-ce que tu as un petit peu ça en tête quand tu commentes? Ça va finir, je sais pas moi, dans tes PMP, sur les réseaux, tu vois. Tu veux dire, est-ce que quotidien est-ce que je prépare des punchlines pour passer d'un côté? Pas du tout. Alors là, pas ou est-ce que tu as été surpris qu'une punchline est tournée un peu partout? Alors, je sais qu'il y en a qui le font. Hein, je suis sûr qu'en radio, ça se fait aussi. En télé, je sais que j'ai des camarades, des collègues qui préparent des punchlines, qui anticipent le moment fort pour sortir le bon mot au bon moment, mais tout ça est très préparé. Donc, non, je trouve ça naze parce que pour moi, le commentaire, c'est de la spontanéité. C'est que ça. C'est de la spontanéité. Et si on commence à préparer ces punchlines, alors là... ouais, ça devient grave. Hein. Ça devient grave. Tout ça pourquoi? Pour gagner 3 followers, 2 clics et je sais pas quoi. Donc non, c'est bon. Et ça sera très bien de terminer là-dessus. Merci Alexandre Pasteur, journaliste à France Télévisions. Maureen Lehoux, passée notamment par RMC. Gabriel Richalot, du service des sports du Monde. Merci à vous 3. Merci à vous le public. Et bonne fin de journée aux Assises du journalisme de Tours.